Monsieur le Commissaire, ladies and gentlemen, dear panelists, I'm very pleased to welcome you this afternoon for a discussion about livestock. Je suis très heureux de pouvoir vous souhaiter la bienvenue. It's true that when policymakers or experts talk about agriculture, they often forget about the livestock component, for mainly focusing on crop production. However, all of us, we know that the majority of the world poor live in rural areas, mainly parce qu'ils se concentrent souvent sur la production de céréales. Nous savons tous que la plupart des populations plus pauvres vivent dans des zones rurales. Bon nombre de ces parties de la population sont des jeunes et des enfants, et 70% de cette population vivent directement de l'élevage animal. Globalement, et là je parle de chiffres qui ont été publiés par la Banque mondiale, plus de 18% de la population mondiale vit de l'élevage animal et de la commercialisation et de production de produits d'origine animale. C'est la raison pour laquelle nous devons vraiment utiliser et profiter d'occasions telles que le GFFA aujourd'hui, où des personnages participent. Je ne vais pas abuser de votre temps, mais avant d'ouvrir la discussion, j'aimerais quand même vous donner quelques chiffres. J'espère que vous savez que 1 milliard de petits agriculteurs vivent aujourd'hui en zone Sahel, subsaharienne, donc dépendent de la production animale en ce qui concerne le revenu, en ce qui concerne l'alimentation et toutes les assurances concernant des pertes alimentaires ou d'autres catastrophes naturelles, et également pour ce qui est de leur capital qu'ils ont à leur disposition et tout ce qu'ils possèdent en vue d'un avenir meilleur. Plus de 750 millions de producteurs animaux vivent de moins de $2 par jour partout dans le monde, ce qui signifie que si nous voulons créer des possibilités pour améliorer, augmenter la rentabilité, nous pourrons également par ce biais améliorer les conditions de vie de ces personnes. En ayant devant les yeux tout ceci, nous devons également penser à ce que la production animale n'est pas seulement une ressource importante de protéines, mais également en ce qui concerne des micronutriments critiques qui sont particulièrement importants pour le développement du cerveau des enfants en bas âge, et ceci pour alimenter une population mondiale croissante, ce qui contribue à la sécurité alimentaire pour tout un chacun sur ce monde. Dans bon nombre de personnes, la productivité dans ce domaine est très bas, dû à des maladies chroniques, dû à des maladies contagieuses également. Donc, il s'est avéré que dans des pays avec un revenu faible, des maladies animales et des épidémies sont responsables de la mort d'environ 20% du cheptel. Et nous devons à l'avenir également continuer à faire face à de nouveaux défis, des défis par exemple en ce qui concerne une augmentation des épidémies, des zoonoses, mais il existe également d'autres types d'épidémies qui limitent la production de produits, de denrées alimentaires. Nous devons également lutter contre les résistances antimicrobiennes, car ceci est dû aux répercussions du changement climatique, à des répercussions sur des maladies et des zoonoses de telle sorte. C'est la raison pour laquelle il n'est pas possible de parler d'agriculture et de l'alimentation sans pour autant regarder également le secteur de la production animale, surtout en mettant l'accent sur l'importance du bien-être des animaux. Car ce n'est que lorsque l'animal va bien que nous serons en mesure de combattre et d'atteindre certains des objectifs de développement durable, 1, 2 et 3, donc bonne santé, égalité des sexes, et 8 également la croissance économique. J'espère que notre discussion, notre table ronde participera à
raviver l'intérêt et d'attirer l'attention du monde à ces questions dont je viens de vous parler. Monsieur le commissaire, j'aimerais particulièrement vous souhaiter la bienvenue. Nous savons que depuis certaines années, la Commission européenne mène une politique très impressionnante de la fourche à la fourchette, entre guillemets, et je sais également que les autres participants à cette table ronde vont dans la même direction. Nous allons avoir un échange de vues et nous allons pouvoir discuter sur la santé animale, qui a des répercussions non seulement en ce qui concerne la sécurité alimentaire, mais également en ce qui concerne la sécurité des produits alimentaires en faveur de nos populations. Monsieur le commissaire, vous avez la parole. Merci. Mesdames et messieurs les ministres, eh bien, il existe 3 mots, 3 termes, 3 objectifs qui sont très importants aujourd'hui. Donc, des termes qui ont à voir avec la santé et le bien-être des animaux, car grâce à une augmentation constante de la production, et sans pour autant oublier les aspects de la santé animale, nous allons achever nos ressources. Il est donc très important de pouvoir nourrir la population croissante de notre planète. Et pour pouvoir alimenter 9 milliards de personnes en 2050, nous avons besoin de plus de denrées alimentaires. Mais ces denrées alimentaires doivent être produites d'une manière rentable, d'une manière durable, effective et responsable. Et nous ne devons jamais l'oublier, nous devons veiller à ce que nous ayons moins de gaspillage. Il faudrait mieux rien gaspiller du tout. Donc ce sont des sujets que je voudrais regarder un petit peu de plus près. Le gaspillage animal, le bien-être et la santé des animaux, ceci a directement à voir avec les aspects de durabilité dans ce secteur de la production animale. D'abord, la santé animale, le bien-être des animaux. Ces dernières années, l'Union européenne a adopté toute une série de lois qui vont du transport, de l'agriculture à l'abattage. Nous avons essayé d'éliminer les pires des pratiques dans l'agriculture, confinement des veaux dans des étables, les poules pondeuses dans des cages, la stabulation permanente de truies dans des étables individuelles. L'UE a donc essayé d'être le moteur pour promouvoir de meilleures normes, non seulement grâce à une contribution importante concernant le processus de la part de l'OIE, mais également grâce au cofinancement et la co-organisation de bon nombre de manifestations et d'activités en ce qui concerne le bien-être animal dans le monde entier. Internationalement, grâce à la composante et à la coopération internationale et bilatérale, nous avons promu ce secteur. Nous avons des projets très couronnés de succès. Par exemple, au Chili, vous avez un programme proactif concernant la promotion de la santé animale, surtout comme résultat de la politique promue par l'Union européenne et la coopération dans ce domaine. Tout ceci, ce sont des achèvements importants, mais nous devons aller plus loin encore. Nous devons aller plus loin, non seulement parce que nos citoyens le veulent et le demandent, mais parce que nous sommes persuadés que des standards, des normes meilleures de santé animale sont la clé pour aboutir à une harmonisation entre la rentabilité et la durabilité dans le contexte d'une production qui augmente en permanence. Donc, élever les animaux de manière rentable signifie augmentation de productivité et en même temps avoir une nécessité d'utilisation de routine de médicaments afin d'augmenter la santé des animaux. Nous ne devons jamais le perdre de vue. Nous devons également dire que l'année dernière, l'Union européenne a créé une plateforme pour le bien-être des animaux où des États membres, des organisations internationales, des associations professionnelles, sociétés civiles et des experts indépendants scientifiques se rencontrent. Cette plateforme nous soutient et aide à améliorer le dialogue et la coopération entre les différents acteurs. En même temps, nous pouvons, grâce à cette plateforme, partager nos expériences et en même temps essayer de promouvoir et augmenter la part de la production animale allant dans cette direction. Je suis tout à fait prêt à continuer sur cette voie positive et à continuer nos efforts dans cette direction. À la fin de l'année dernière,
fin de cette année, l'Union ouvrira le premier centre de référence en faveur de la santé et du bien-être des aliments. Venons maintenant à la santé animale, mesdames et messieurs. Les épidémies telles que par exemple la peste porcine aviaire, la dermatose nodulaire, la peste aviaire, la clavelée, la variole caprine et d'autres maladies sont nécessaires afin de maintenir la politique de l'Union européenne dans ce sens. Ça me semble normal, mais il faut toujours mettre l'accent sur ce et rappeler ceci. Des stratégies couronnées de succès doivent être coordonnées à un niveau européen. Ceci ne fonctionnera pas si nous n'avons pas de coopération de la part des pays membres et d'autres organisations telles que l'OIE. Je ne peux pas suffisamment souligner à quel point la coopération et la coordination régionale est importante dans le cadre de ce cadre global pour le contrôle progressif des maladies animales qui transmettent les frontières. Et j'aimerais également vous dire à quel point nous sommes dépendants de la coopération entre les pays européens, l'OIE et la FAO. Dans les pays de l'Europe du Sud-Est, on essaye en ce moment de lutter contre différents types de maladies. Nous faisons tout pour soutenir les États membres et des États tiers qui sont affectés par cette crise. Nous avons également à lutter contre la peste porcine africaine qui est en train de venir vers nos frontières à travers la Russie et la Géorgie. C'est une maladie qui demande une coordination et une attention particulière à l'intérieur de l'Union européenne et à l'extérieur. J'ai été déçue cette année lorsque j'ai entendu qu'il y a des déclarations comme quoi on ne pouvait plus contrôler cette maladie au sein de l'Union européenne. Vu notre régionalisation très stricte et vu une actualisation permanente de notre stratégie de contraste, cette peste porcine africaine s'est répandue de moins de 400 km en 4 années. Je me demande donc combien de pays à l'extérieur de l'Union européenne peuvent démontrer de tels chiffres, surtout lorsque nous regardons la répartition extrêmement rapide de cette maladie. Bon, passons à une autre maladie qui est également très sérieuse et très coûteuse des deux côtés de la frontière de l'Union européenne. Dans ce cas, je parle d'une loi sur les maladies animales pour lesquelles nous avons donc créé une loi qui modernise tout ce secteur de la lutte contre les maladies animales. Nous constatons donc que nous avons toute une série de mesures à notre disposition pour lutter contre des maladies animales telles que, par exemple, pour des crises de la peste africaine porcine et de la dermatologie nodulaire. Cette loi, qui entrera en vigueur en avril 2021, tient également compte des normes internationales de l'OIE. Au centre de nos efforts est placée donc une approche globale qui tient compte de l'ensemble de la chaîne alimentaire grâce à notre approche One Health. Nous devons donc créer des systèmes alimentaires robustes. Nous devons maintenir les normes et les standards de notre santé animale, nous devons améliorer, ça nous permet d'économiser des ressources valables telles que l'eau et nous pouvons également minimiser l'empreinte environnementale de notre production alimentaire. Il est donc très important de dire que nous avons des services vétérinaires qui fonctionnent parfaitement car ces services sont nécessaires pour aboutir à notre objectif, c'est-à-dire de pouvoir assurer l'alimentation alimentaire durable de l'humanité. L'Union européenne et les États membres ont déjà investi beaucoup d'argent dans des systèmes vétérinaires nationaux et internationaux et nous l'allons faire à l'avenir également. Nous aimerons vous dire que ces services sont bien placés pour
lutter contre la vulnérabilité de nos systèmes alimentaires. Nous avons donc besoin de ces services. Permettez-moi maintenant de parler du gaspillage alimentaire. Rien que dans l'Union européenne, 88 millions de tonnes de produits alimentaires sont jetés tous les ans, c'est-à-dire ce sont 143 billions d'euros qui sont donc perdus chaque année et des milliards de produits qui sont jetés. 55 millions de personnes ne sont pas en mesure de se permettre un repas de haute qualité tous les 2 jours, tandis que 20% des produits alimentaires sont gaspillés. Nous devons donc améliorer la production et améliorer la consommation également à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. L'Union européenne et les États membres s'engagent à poursuivre les objectifs de développement durable, surtout 12.3, c'est-à-dire lutter contre le gaspillage alimentaire, donc de réduire de 50% ce gaspillage jusqu'en 2030 et de réduire également les pertes tout au long de la chaîne alimentaire. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne a créé la plateforme UE sur la lutte contre le gaspillage afin d'inviter tous les acteurs à participer à cette lutte contre ce problème et à promouvoir une coopération au-delà des secteurs, des niveaux des secteurs. En même temps, nous voulons échanger les meilleures pratiques et également engager un processus d'évaluation dans ce domaine. Cette plateforme soutient le travail de la Commission dans 4 domaines clés. Premièrement, élaboration d'une méthode de mesure harmonisée. Deuxièmement, adoption des lignes directrices de la Commission afin de faciliter des dons alimentaires. Troisièmement, une utilisation de produits périmés tels que par exemple du pain qui n'a pas pu être vendu ou des petits gâteaux. Ceci en tant que ressources pour des alimentations pour animaux. Et quatrièmement, améliorer la définition de type, comment on peut donc améliorer les données sur l'étiquetage de produits alimentaires, et ceci à travers de l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. Mesdames et messieurs, je vous ai donc démontré quels sont nos engagements dans ces 3 domaines, mais j'aimerais rapidement revenir ou parler de nos efforts qui sont nécessaires afin d'améliorer la régionalisation au sein de l'Union européenne. Et j'aimerais remercier cordialement l'OIE de sa coopération. L'objectif principal de cette régionalisation, c'est la lutte contre ces épidémies, mais l'objectif également très important, c'est de réduire le dommage économique, surtout pour les domaines qui se trouvent à l'extérieur des limites de ces épidémies, de ces maladies. Nous allons donc utiliser des moyens supplémentaires pour régionaliser ces aspects, et ceci également à un niveau à l'extérieur de l'Union européenne. Donc, votre soutien est très important pour ce projet. Et pour terminer, j'aimerais vous dire que nous nous trouvons au centre, disons, d'un temps très important en ce qui concerne la santé et le bien-être des animaux. Le développement de normes internationales et une mise en œuvre durable est très important. Et souvent, les solutions sont claires. Par exemple, en ce qui concerne le développement de savoir-faire technique, en ce qui concerne les acteurs responsables, l'industrie qui est responsable pour le bien-être animal, c'est-à-dire nous allons essayer également d'adapter les standards, les normes dans un contexte régional. Il est également grand temps de s'engager, et votre engagement, votre soutien peut nous amener à trouver les bonnes solutions. C'est-à-dire nous devons inclure l'ensemble des pays du monde dans ce processus, les pays africains, en ce qui concerne les différentes épidémies qui existent. Je n'ai pas encore compris pourquoi nous n'avons pas pu contrôler la peste porcine africaine. Nous devons tout faire pour pouvoir améliorer la santé animale, pour améliorer le bien-être. Nous devons combattre les épidémies, ce qui est très important pour nous-mêmes et pour la santé de l'humanité. Merci, Monsieur le Commissaire. Vous avez parlé de tellement de sujets dans votre intervention.
sujet dont nous pourrons certainement débattre tout à l'heure. Nous avons besoin d'une approche globale pour garantir le bien-être et la santé animale. Je pense que nous allons essayer de le développer avec nos partenaires. Donc, merci beaucoup. Je vois que tout est préparé pour passer à notre débat. Donc, d'abord, je demanderai je voudrais informer les participants au panel qu'on a divisé ce panel en deux parties. Premièrement, nous allons parler des moyens que nous avons à notre disposition et ensuite, nous allons expliquer comment nous pouvons améliorer ces moyens. Dans la deuxième partie, nous allons voir comment on peut utiliser ces instruments et comment on peut développer des programmes au niveau national et international. Merci beaucoup, donc, Monsieur le Commissaire. Et je voudrais souhaiter la bienvenue aux premiers participants de la première partie. C'est un grand plaisir de souhaiter la bienvenue à M. Vladimir Olegowicz Rachmaniman, qui est directeur général adjoint de la représentation régionale pour l'Europe de la FAO. Madame Christiane Wolf, conseillère de la division de l'agriculture et des produits de base de l'OMC, elle fait également partie de l'OIE. Je vous souhaite la bienvenue. Monsieur Martin Cook, qui dirige le département international de mobilisation des entreprises de la Société mondiale de la protection des animaux. Et c'est un grand plaisir aussi de souhaiter la bienvenue à M. Ben Delert, membre du comité directeur de la Commission internationale des œufs. Donc, merci beaucoup. Comme Monsieur le commissaire Andriukaitis l'a déjà dit, l'élevage et le respect des normes du bien-être de la santé animale sont des enjeux majeurs pour nous. Il s'agit aussi de la lutte contre la propagation des maladies animales. Mais heureusement, nous avons aussi des instruments pour combattre ces maladies. Et nous, en tant qu'OIE, nous sommes dans ce contexte un partenaire de la Commission européenne. Donc, tout d'abord, je voudrais demander à Mme Christine Wolf, représentante de l'OMC, de nous expliquer la perspective de l'OMC, de nous dire quel est l'impact du non-respect des standards de l'OIE sur la santé animale et comment le respect de ces normes pourrait être perçu comme barrière commerciale non tarifaire ou comme commerce non équitable. Merci, Monique, et bonjour. Ces sujets sont bien évidemment très importants pour les agriculteurs dans toutes les régions du monde. Lorsqu'on regarde la valeur de la production animale dans le monde, en 2016, nous avons atteint 150 milliards de dollars. Nous avons déjà parlé de la peste aviaire et d'autres épisodes aussi. Et bien évidemment, l'OIE a élaboré des mesures pour lutter contre ce genre de fléau. Bien évidemment, par exemple, nous avons parlé de régionalisation ou d'autres mesures. Ces mesures sont une entrave au commerce, certes, mais c'est important aussi pour s'assurer que le commerce soit sûr et qu'il puisse avoir lieu. Les 164 membres de l'OIE ont modifié les standards. L'année passée, il y a eu 300 nouvelles mesures qui ont été élaborées pour le bien-être des animaux
Et aujourd'hui, nous avons presque 5 000 mesures de ce genre qui sont indispensables pour nous et pour les pays en développement qui doivent veiller à ce que les normes soient communiquées, soient respectées et qu'elles soient également contrôlées. C'est pourquoi notre accord SPS de l'OMC vise à communiquer ces normes, l'endiguement des fléaux. Ces mesures doivent être préparées, modifiées. Il ne faut pas y avoir de discrimination entre différents pays. Tout doit être fondé au niveau scientifique et le commerce ne doit pas être trop entravé. Ces mesures, bien évidemment, elles sont très différentes. C'est pourquoi il est important de les harmoniser dans le contexte des normes de l'OIE. Par exemple, nous avons ces normes qui ont été reconnues dans le cadre de l'accord SPS. Pour le développement rural, je pense qu'il y a deux choses importantes. Premièrement, il faut s'assurer à ce que les produits animaux respectent les normes internationales pour être vendus sur le commerce mondial. D'un autre côté, il faut aussi veiller à ce que ces normes soient transposées dans les législations nationales, à ce qu'elles soient respectées. En ce moment, nous sommes en train de réaliser un projet pour transposer ces normes au niveau national. Il y a des stratégies pour améliorer le commerce international. Ces mesures peuvent, d'un autre côté, aussi avoir des répercussions négatives pour les agriculteurs, par exemple, dans le domaine des zoonoses. C'est pourquoi pour des pays à bas revenus, il est important d'avoir leurs propres standards, leurs propres normes. Et là, on se demande s'il y a une certaine inégalité commerciale. Je pense que ce grand nombre de mesures a très certainement une répercussion sur le commerce. On essaie toujours de respecter les réglementations. Et oui, c'est difficile, mais est-ce que c'est une barrière commerciale? Je ne sais pas. Je dirais que dès qu'une norme repose sur des connaissances scientifiques, elles ne sont pas une entrave au commerce, mais nécessaires. Mais d'autres barrières ou d'autres mesures pourraient être des barrières commerciales et causer des inégalités. Donc, il faut faire la part entre ce qui est équitable et non équitable. Qu'est-ce qui est une entrave au commerce? Et à ce niveau-là, l'OMC et l'OIE veillent à ce qu'il n'y ait pas de discrimination. Bien sûr, il y a aussi d'autres organisations qui travaillent également dans ce domaine. Il y a aussi un organisme de médiation de l'OMC qui regarde si une mesure est une entrave au commerce. Mais au cours des dernières années, il n'y a eu que 5 litiges en la matière. Il y a eu environ 500 mesures qui ont été contestées, mais 14 mesures uniquement étaient liées à l'accord SPS. Et il y en avait 5 aussi concernant la santé animale. Et au cours des 5 dernières années, je pense qu'il y avait 5 litiges et 3 uniquement en ce qui concerne la santé animale. Donc, je dirais qu'il est trop tôt pour dire que si c'est une nouvelle tendance, s'il y a plus de litiges aujourd'hui. Mais d'un autre côté, il y a aussi des mesures qui ont été simplifiées, comme par exemple pour la décentralisation. Donc, à ce moment-là, il est encore trop tôt pour dire s'il y a eu une altération ou un changement dans notre système. Autre chose,
qui n'est peut-être pas perçu comme étant important, mais qui a été publié par l'Union européenne la semaine passée, où il s'agissait de produits russes qui étaient censés être sanctionnés. Il s'agissait d'un cas de peste porcine africaine et la valeur estimée par l'Union européenne, donc la valeur commerciale, perdue, était estimée à 1,4 milliard d'euros perdus suite à cette peste porcine. Bien évidemment, les médiateurs doivent maintenant regarder s'il s'agit véritablement d'un préjudice. Et on se fonde en la matière sur les connaissances scientifiques. Je dirais aussi que pour actualiser ou mettre à jour le système, tous les acteurs doivent participer pour discuter des problèmes, des mesures et pour développer de nouveaux standards, pour les mettre à jour, pour les adapter aux nouveaux défis, par exemple le changement climatique ou les résistances antimicrobiennes. Pour pouvoir participer véritablement, il faut vraiment s'impliquer, ce qui peut être difficile pour des pays un peu plus petits. C'est pourquoi je dirais qu'il est très important de renforcer les capacités nationales, mais il faut aussi renforcer les systèmes. C'est pourquoi je voudrais parler ici des partenariats, auxquels participent également nos deux organisations. On essaie de soutenir des projets, financer des projets et les bonnes pratiques. Je dirais que nous avons de bonnes conditions cadres et il faut que nous continuions sur cette voie et que nous maintenions les normes ou le niveau des normes. Merci Christine. Nous avons vu que le bien-être des animaux et la santé animale peuvent être aussi un défi pour le commerce. Merci de nous avoir rappelé qu'il y a de nouveaux instruments pour évaluer comment on peut veiller à ce que les normes soient respectées, mais qu'il y a aussi de nouveaux défis dans la réalisation de ces normes, surtout pour les petits pays. Parfois, il est difficile de respecter les mêmes standards. Après cette prise de parole de Christine, je voudrais demander à M. Ben Dellart du secteur privé de prendre la parole. Vous travaillez pour la Commission internationale des œufs. À votre avis, lorsqu'on parle de standards internationaux de la santé animale, est-ce que c'est cher pour vous qui faites partie de l'économie privée? Quelle est votre opinion? C'est une question très intéressante. Je m'appelle Ben Dellart. Je suis directeur de la Commission internationale des œufs. C'est une organisation qui représente environ 80% des exploitants et des revendeurs des œufs dans le monde entier. Et pour nous, le commerce est donc très important. Lorsqu'on parle d'œufs, vous savez que les œufs ne peuvent être consommés que pendant 28 à 30 jours avant qu'ils périment. Et le commerce des œufs se concentre donc sur une région. Mais il y a aussi d'autres produits qui ont des dates plus longues de péremption que nous pouvons exporter dans le monde entier, dans plusieurs régions mondiales. Donc il y a une très grande activité commerciale. Mais pour le bétail, c'est déjà plus difficile parce qu'il est plus difficile de le transporter. Pour les poussins, par exemple, les poussins, on les exporte aussi d'un pays à l'autre. Et bien évidemment, il est bien d'avoir ce commerce. Ça fait partie de notre activité, c'est notre
source de revenus. Mais comme Christiane l'a dit, il y a aussi un risque en la matière. Lorsqu'on fait du commerce d'animaux et de produits d'origine animale, nous avons constaté cela surtout dans le commerce avicole. Nous sommes confrontés à différentes pestes aviaires et nous avons constaté que les oiseaux sont un facteur essentiel dans la propagation de cette maladie. Bien évidemment, ces oiseaux migrent dans le monde entier. Je n'ai pas encore trouvé la solution pour les arrêter. Il y a aussi un autre risque, non seulement pour le commerce, ou non seulement le risque de propager les maladies via le commerce, mais aussi d'avoir des oiseaux qui propagent des maladies de manière naturelle. En la matière, nous avons des organisations qui établissent des standards, comme l'OIE notamment, et je m'en félicite. Pour nous, il est important d'avoir des standards objectifs, scientifiquement fondés et acceptés par tous les pays. Il y a très peu, nous en avons discuté à Paris. Et nous avons parlé de ces standards et nous avons dit que si les standards ne sont pas respectés par tout le monde et si suite à cela les maladies animales se propagent, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est une question très importante et il faudrait que tout le monde respecte les normes de l'OIE et des autres organisations en la matière. S'il y a donc un cas de maladie animale, nous n'exportons pas de produits ou nous n'importons pas de produits de la région touchée. Je pense que c'est une procédure acceptée par tout le monde. Ça peut sembler très simple, mais en réalité, c'est un peu plus compliqué. Puisqu'une des possibilités pour minimiser le risque de la propagation des épizooties peut être le recours aux vaccins, donc de vacciner les animaux. Là, on parle donc de la normalisation, de l'harmonisation de cette activité, de cette vaccination et quelles sont les répercussions sur le commerce. Nous avons constaté que pour la fièvre afteuse ou pour la grippe, la peste porcine, par exemple, nous avons constaté que lorsqu'il y a des régions qui sont prêtes à faire des vaccinations, cela provoque directement des restrictions ou de fortes réactions au niveau du commerce, puisque jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas importer des animaux qui ont été vaccinés. D'un point de vue scientifique, c'est une question très intéressante également. D'un côté, nous essayons de lutter contre les maladies animales, avec les vaccins notamment, mais d'un autre côté, on est peut-être pénalisé pour avoir effectué cette vaccination parce qu'on ne peut plus exporter. C'est donc un très grand défi au niveau international. Pour réduire les risques de santé animale, c'est la biosécurité qui est un enjeu majeur. Il y a certains très bons exemples dans le secteur privé, par exemple, en ce qui concerne l'élevage, l'aviculture. Et nous travaillons aussi étroitement avec la scientifique. Et mon dernier point, Madame la Présidente, un point que Christiane a déjà mentionné, c'est le bien-être animal. Et c'est peut-être le plus grand défi que nous devons relever, surtout en ce qui concerne les normes du bien-être animal qui ne sont pas les mêmes partout dans le monde.
différentes régions ont différentes exigences vis-à-vis des consommateurs et des producteurs. Un consommateur européen a d'autres exigences qu'un consommateur américain ou africain, par exemple. C'est pourquoi il est important de regarder de plus près ces normes et de tenir compte des attentes et des exigences des consommateurs. À ce niveau-là, il y a déjà des choses un peu bizarres qui se sont passées, mais nous sommes heureux que l'OIE se soit penché sur le bien-être animal et sur les normes en la matière. Pour nous, personnellement, il est très important d'améliorer les normes, renforcer les normes du bien-être animal, bien-être des poules pondeuses, mais le plus important, c'est de parler d'une seule voix au sein du commerce international. Si nous regardons par exemple les normes européennes pour le bien-être animal, nous voyons des standards très stricts, comme par exemple pour les poules pondeuses. Là, nous avons par exemple la stabilisation classique, traditionnelle, ou l'élevage en cage. Et d'un autre côté, par exemple, en Amérique, il y a cette discussion si on doit continuer à procéder à ce genre d'élevage, alors que dans d'autres régions, c'est tout à fait traditionnel et normal. Nous avons des normes très strictes en Europe. C'est pourquoi il est assez difficile pour nous d'importer des produits qui proviennent de régions où les normes sont inférieures. C'est pourquoi je suis très heureux de voir qu'il y a cette tentative d'harmoniser les normes au niveau des pays membres de l'OIE. Mais ce n'est pas encore assez. Il faut essayer aussi d'avoir une harmonisation via les marchés, via le marché européen, structurer le marché européen, ce qui ne s'intéresse uniquement aux produits provenant d'autres pays européens qui ont un label. Et nous essayons aussi de travailler avec des producteurs et des commerçants en leur expliquant pourquoi il faut acheter uniquement des produits provenant de l'Union européenne qui respectent ces normes de bien-être animal. J'espère que nous puissions élever cette discussion et cette transparence au niveau mondial. Merci beaucoup. Bon, avant de continuer la discussion et de parler sur le bien-être animal, j'aimerais vous poser une question. Pour compléter ce que vous venez de dire, est-ce que nous pourrions peut-être entendre ou comprendre ce que vous venez de dire dans la direction que vous voulez plus de partenariats avec le secteur public ou est-ce que vous souhaitez renforcer la coopération avec les services vétérinaires nationaux? Oui, tout à fait. En ce moment, nous essayons d'améliorer les choses. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout de notre chemin. Nous essayons d'élaborer des exemples pour avoir une meilleure coopération avec le secteur privé ou alors avec d'autres organisations multinationales dans le monde entier, telles que par exemple avec l'OMS, ou d'autres organisations internationales, car si nous ne serons pas en mesure de le faire, nous n'arriverons jamais à atteindre quoi que ce soit. Si nous parlons de normes, de standards, par exemple, les standards proposés par l'OIE, eh bien dans ce cas-là, ces normes doivent être adoptées par les différents pays. Donc comment pouvons-nous le faire? Nous devons expliquer à l'industrie dans les pays pourquoi de telles normes sont importantes dans ces pays. Et lorsqu'il s'agit de connaissances, de savoir-faire concernant par exemple la biosécurité, savoir comment est-ce qu'on peut lutter contre de telles maladies dont nous venons de parler, bien dans ce cas-là, nous avons besoin d'exemples et nous sommes tout à fait reconnaissants de pouvoir coopérer avec vous, car nous avons besoin de l'ensemble de savoir-faire de la part des exploitations agricoles, de la part des organisations, pour savoir comment nous pouvons maintenir la biosécurité ou garantir la biosécurité sur les exploitations. Et pour ce faire, nous avons besoin de coopérer avec tout le monde. Vous avez parlé de la
nécessité d'avoir des services vétérinaires bien structurés. Oui, tout à fait. Nous également, nous pensons que ceci est extrêmement important que chaque pays ait des services vétérinaires bien structurés. Pourquoi? Oui, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Les maladies ne s'arrêtent pas aux frontières. Nous devons coopérer afin de pouvoir résoudre ces problèmes partout dans le monde. Car comme les oiseaux migratoires qui jouent un rôle important, eh bien, la même chose est valable pour la migration des épidémies. C'est la raison pour laquelle nous devons coopérer. Nous devons soutenir les pays qui sont touchés par des maladies. Nous voulons également le faire du côté de l'industrie et nous aimerions coopérer avec vous et avec les organisations internationales. Merci. Nous allons, dans la deuxième partie de notre discussion, certainement avoir l'occasion de revenir à ce sujet des services vétérinaires nationaux. Monsieur Cook travaille également pour nous, c'est parmi nous. Monsieur Cook, comment est-ce que vous réagirez à ce que Monsieur Dellert et le commissaire Andriukaitis a dit? Oui, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci des contributions que nous avons déjà entendues. Je pense que ce que vous avez dit concernant cette approche One Health, une santé, est très important. Car une approche en faveur de la santé de l'animal, de l'homme et de la santé générale est très importante. Il n'existe pas seulement de chevauchement, il existe également des aspects qui sont valables pour tous les différents patients. Deuxième remarque, d'un point de vue de la santé ou du bien-être animal, et c'est la perspective que j'assume, eh bien, il ne s'agit pas seulement de maladies ou d'épidémies, de fonctionnement biologique. Nous savons de la recherche sur les aspects du bien-être animal que ceci demande beaucoup plus, qu'il existe d'autres aspects très importants dans ce domaine, tels que, par exemple, la capacité des animaux d'exprimer des sentiments, d'avoir des sentiments concrets. Et je pense que la santé animale et le bien-être animal ne sont pas seulement nécessaires afin de combattre des aspects négatifs. Non, il est toujours important d'œuvrer en faveur du bien-être animal pour qu'ils aient un bon sentiment général. Bon, lorsqu'il s'agit d'essayer d'élaborer des normes, eh bien, dans ce cas-là, ça devient un petit peu compliqué. Car si on essaye physiquement de mesurer quelque chose, de dire quelque chose, mais il sera facile de dire: d'accord, eh bien, cette maladie dans ce pays ressemble un petit peu à la maladie dans un autre pays. Mais bon, le bien-être animal dépend largement du type d'animal, des conditions climatiques, des types d'élevage, etc., de sorte à ce que l'ensemble de ces facteurs ont une grande influence sur le bien-être animal. Bien-être animal pour un poisson pourrait par exemple signifier ou suivre les mêmes principes, mais là, eh bien, c'est quand même un peu différent lorsqu'on compare les poissons aux vaches. C'est-à-dire, bien-être animal dépend des différents types d'animaux. Eh bien, pour moi, il s'agit en tout premier lieu de voir dire que l'OIE doit tout d'abord clairement définir de quoi il s'agit lorsque nous parlons de bien-être animal. Nous parlons avec des scientifiques, eh bien, on reçoit des centaines de différentes définitions concernant le bien-être animal. Bien-être animal, eh bien, on dit normalement comment est-ce que l'animal vit avec les conditions qu'on lui offre, mais nous avons besoin de normes, de principes, nous avons besoin de tout un paquet de différentes mesures et de standards. Nous avons différents codes et c'est avec impatience que nous attendrons les normes qui seront adoptées par la Commission, qui forment la base, qui sera donc adoptée par 180 différents pays. Et je pense qu'on pourra donc ensuite appliquer ces normes un petit peu partout dans le monde. Ensuite, nous devons assurer que les normes de l'OIE soient appliquées de manière générale.
Et si, pour certains pays, il s'avère difficile de mettre en œuvre ces normes, eh bien, on doit essayer de les soutenir en mettant en disposition les capacités et les mesures nécessaires. Je sais bien sûr qu'il existe 7 ou 8 spécifications OMC qu'on pourrait appliquer afin d'élaborer une benchmark pour savoir comment un pays doit mettre en œuvre de telles pratiques ou dans quelle mesure il enfreindrait de tels standards de l'OIE. Donc, les normes en faveur de bien-être animal forment une base. Qu'est-ce que ceci signifie? Lorsqu'on dit que l'animal a besoin d'avoir une vie qui soit, qui mérite d'être vécue, nous sommes poussés un petit peu par le marché, nous sommes poussés par les grands les producteurs, par les consommateurs. Donc, une bonne vie pour les animaux. Qu'est-ce que ceci signifie? Nous avons des problèmes. Nous n'avons pas vraiment d'unanimité en ce qui concerne cette bonne vie animale. Nous avons différentes normes dans ce secteur, ce qui fait que pour les producteurs, il est très difficile d'élaborer des nuances en ce qui concerne cette bonne vie. Un autre point très important également concernant la normalisation du bien-être animal. Nous avons besoin d'une meilleure caractérisation pour savoir comment ces normes pourraient être déclinées dans les différents pays, dans les différentes régions du monde. Au fond, à mon avis, il s'agit d'arrêter cette pensée que le bien-être animal soit un problème. Pour les agriculteurs, ça veut dire qu'ils ont une entrave de plus qu'ils doivent surmonter. Il existe énormément de chances, d'opportunités économiques pour les agriculteurs partout dans le monde de produire des denrées conformes aux normes de bien-être animal. Ceci peut se faire de manière très efficace. Donc, nous devons veiller à 3 points clés. Nous devons nous mettre d'accord sur l'aspect global. Nous devons mettre en œuvre des normes telles que l'OIE lorsqu'on regarde les différents problèmes. Et en troisième lieu, nous devons saisir les chances, les opportunités pour véritablement mettre en œuvre des mesures de protection et de promotion du bien-être animal. Permettez-moi de vous donner des exemples. Lorsqu'on regarde les vaches de lait, dans ce cas-là, 30% des vaches ont des problèmes de marché. Les vaches sont très coûteuses pour l'industrie. Lorsqu'on regarde la documentation internationale, nous avons différentes données, mais $300 par jour par vache, ce sont les coûts dans ce domaine. Ce ne sont pas des coûts concernant le traitement des vaches, ce sont des coûts qui sont générés par le fait que les vaches n'ont pas suffisamment de place pour bouger. Donc, si on pouvait peut-être modifier cette situation, si on pouvait améliorer le bien-être des vaches, dans ce cas-là, ça signifierait d'œuvrer en faveur de l'ensemble du bien-être animal. Ce serait profitable pour l'ensemble du système. Et ces $300 par vache par an, ce n'est pas forcément l'approche la plus élevée que nous connaissions. C'est-à-dire, au total, on pourrait vraiment faire quelque chose de très productif. Donc, un meilleur élevage pourrait également contrer la répartition des maladies, améliorer la production, l'élevage. On pourrait aboutir à de nouveaux accès au marché. Donc, ce sont des effets très positifs, non seulement d'un point de vue économique, c'est-à-dire nous devons véritablement regarder ce qui serait bien pour l'animal et nous devons veiller à ce que les agriculteurs ne soient pas désavantagés économiquement lorsqu'ils œuvrent en faveur du bien-être de leurs animaux.
Donc, ce mouvement en faveur du bien-être animal souhaiterait aller dans cette direction, c'est-à-dire aller dans la direction que ce soit quelque chose de positif pour les agriculteurs, rentable. Donc, on aurait une meilleure production alimentaire et un meilleur approvisionnement également des hommes, de l'être humain. Ceci n'est pas seulement valable pour les échanges, pour les stratégies de commercialisation, ceci peut également être une composante en faveur d'un système de production plus durable. Oui, tout à fait, tout à fait. Ceci comporte une composante de durabilité. Oui, tout à fait. Nos tracteurs, eh bien, nous les traitons également. Nous veillons au bien-être de nos tracteurs. Nous devrons faire la même chose pour les animaux. C'est toujours une question de durabilité, question de savoir comment on l'applique dans les différents domaines, dans les différentes régions du monde. Ceci dépend bien sûr de la situation géographique. Ça dépend de la situation économique des différentes exploitations agricoles, mais il y a toujours une composante de durabilité. Oui, merci. Merci encore. So, Commissioner, thank you. Now I would like to move to you. Bon, merci d'être parmi nous. J'aimerais maintenant m'adresser à vous en tant que représentant de l'FAO. La FAO est un partenaire très important de l'OIE. Nous venons de parler de la protection des animaux, de la santé et du bien-être des animaux. J'aimerais maintenant passer plutôt au développement, des questions de programmes de développement et aboutir ou parler de la question comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre un véritable partenariat. Est-ce que ça peut nous renforcer notre travail pour mieux faire face aux défis? Dr Manning, vous êtes responsable pour les régions de l'FAO en Afrique centrale et en Europe, en Asie centrale et en Europe. Comme le commissaire l'a déjà souligné, nos pays doivent faire face à un grand nombre d'épidémies et de maladies. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire comment nous pourrions améliorer la production animale et en même temps mieux combattre les épidémies? Oui, merci de me donner la parole. Merci de m'avoir invité à participer à ce podium et de me donner l'occasion de parler après ces orateurs très intéressants que nous avons déjà entendus, qui m'encouragent à faire des commentaires concernant les idées que j'ai déjà entendues. La FAO a 70 ans et depuis 70 ans déjà, nous sommes en train d'œuvrer en faveur de la sécurité alimentaire, de combattre la faim dans le monde. Quels sont les avantages de la FAO dans ce domaine? Nous sommes très grands, nous faisons énormément d'efforts dans ce domaine et nous avons une approche globale. Lorsque nous parlons d'animaux de rente, eh bien dans ce cas-là, nous devons dire que nous sommes définitivement de l'opinion que l'élevage contribue à la durabilité non seulement dans le domaine de l'agriculture, durabilité non seulement parce que ça figure dans le logo de cette année du GFFA, non, parce que c'est l'objectif de l'ensemble de ce système, c'est-à-dire des agences techniques, des organisations sont en train de mettre en œuvre cette durabilité jusqu'en 2030. Il s'agit d'aspects tout à fait pratiques, car l'année dernière, le siècle dernier, nous avons fait un énorme progrès, nous pouvons beaucoup faire, mais maintenant, nous devons apprendre à le faire de manière responsable et efficace. J'aimerais également parler de la santé des animaux. Tout d'abord, nous devons dire que les animaux contribuent à cette production animale durable et efficace, car nous devons toujours regarder combien de personnes vivent de cette production animale. C'est un aspect très important.
Le tout a bien sûr également à faire avec l'objectif de développement durable, de combattre la faim, d'éliminer la faim jusqu'en 2030. Donc nous avons besoin de l'élevage pour combattre cette faim. L'année dernière, pour la première fois depuis des années, la FAO a enregistré une augmentation de nouveau des personnes qui souffrent de faim dans ce monde. Nous avons besoin de toute source de produits alimentaires qui peut être donc acheminé vers les consommateurs. Donc, qu'est-ce qui est important au niveau de notre travail en faveur du bien-être des animaux? Il est très important que nous le fassions en partenariat, non seulement avec les organisations internationales. Ça semble un peu bureaucratique des fois, la FAO, l'organisation de la santé, de l'OIE également. Nous devons également coopérer avec le secteur privé, avec le secteur scientifique, avec des partenaires privés. Ce sera certainement un bon partenariat. Nous avons déjà eu des progrès. En 2012, par exemple, nous avons élaboré une stratégie pour combattre la fièvre afteuse, ce qui a eu des résultats très positifs. Nous avons également essayé de trouver une approche globale pour lutter contre la peste des petits ruminants. Et nos collègues ont également pu faire face à un grand nombre de défis, tels que par exemple le changement climatique. Le commissaire en a parlé. Certes, nous savons que si la peste africaine porcine se trouve déjà en Russie, eh bien dans ce cas-là, c'est un problème qui nous concerne également en Europe. Donc, pour lutter contre la peste porcine africaine, nous devons en même temps combattre d'autres maladies telles que la dermatose nodulaire. Et j'aimerais rajouter une chose. Lorsque en tant qu'organisation internationale, nous définissons nos stratégies ou en tant que secteur privé, en tant que science, au domaine de la recherche, nous devons toujours essayer d'avoir une approche intégrale. Nous devons savoir exactement de ce que nous faisons. Nous ne devons pas seulement regarder les aspects techniques ou rhétoriques. Nous devons essayer d'atteindre l'ensemble des cœurs, car notre force, c'est notre communauté, c'est notre aspect coopération. Lorsqu'il s'agit de la technique, eh bien dans ce cas-là, nous devons persuader l'opinion publique et l'industrie également. Nous devons essayer de déclencher une discussion claire et nous devons tous réfléchir à la façon dont nous pouvons tenir compte des différences culturelles. Eh bien, dans le domaine où je travaille, nous avons des particularités, un grand nombre de différences, de particularités dont nous devons tenir compte. Il existe des points différents en Chine, en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe, et partout il existe différentes approches et nous ne pouvons pas rester dans nos petits domaines individuels et essayer de simplement remercier l'OIE pour leurs activités en Asie centrale, par exemple. Récemment, j'ai rencontré le représentant de l'OIE en Asie centrale. C'est là que nous devons aller. Le travail technique est formidable, mais ces organisations arrivent que rarement d'atteindre les cœurs des gens sur place. En outre, nous devons essayer de nous concentrer sur le bien-être des animaux. C'est un sujet très important et vous avez raison. Ceci n'est pas seulement dans l'intérêt des animaux, mais également dans l'intérêt de l'économie, de l'industrie. Et c'est là le message que nous devons faire part. C'est sur ceci que nous devons placer notre travail. J'aimerais également vous dire que au sein de la FAO, nous avons un grand nombre de ressources qui sont disponibles pour tout le monde. Je ne veux pas entrer dans les détails de ces différents aspects et ressources, mais si vous êtes un spécialiste dans un certain domaine, eh bien, vous n'avez qu'à consulter le site web de l'OIE et vous allez constater qu'il existe énormément d'informations très bien expliquées et partout il s'agit de mettre en œuvre des
des partenariats et de vraiment inclure tout le monde. Si vous allez sur le site web de l'OIE ou de la FAO, vous aurez la possibilité de voir cette vidéo sur la peste des petits ruminants. C'est donc une vidéo que nous avons développée de façon commune et vous montrera pourquoi notre coopération est si importante pour la santé des animaux et pour la survie de beaucoup de familles. Peste des petits ruminants, PPR for short, is a menacing disease for pastoralists. It's often referred to as a goat plague because it's a highly contagious virus affecting small ruminants like sheep and goats. And it's a disease. And that is not only a video, that it's the true life, the daily life of many, many families. Ce n'est pas qu'une vidéo, mais c'est la vraie vie pour plusieurs millions de fermiers dans le monde. Monsieur Rachmanine, il faut lutter contre les maladies animales. Et pour ce faire, il nous faut des médicaments vétérinaires. Aujourd'hui, c'est un sujet qui se trouve au centre du débat. En même temps, il s'agit d'un très grand défi. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous savez sur la résistance aux antibiotiques? Eh bien, pour la FAO, c'est un sujet assez nouveau. Alors que ça fait très longtemps qu'on en parle, la résistance aux antibiotiques est devenue un problème pour beaucoup de personnes qui se rendent compte maintenant que les antibiotiques ne font plus effet, ni pour les animaux, ni pour les êtres humains. Et là aussi, c'était encore une fois un sujet très compliqué, très complexe. Il y a toute une série de documents développés par la FAO. Nous avons développé aussi un plan mondial pour sensibiliser les personnes à la résistance aux antibiotiques. Nous le faisons en coopération avec l'OMS et l'OIE. Et nous nous concentrons sur 3 points principaux. Qu'il y a toujours assez de moyens qui soient utiles, ensuite d'antibiotiques qui soient utiles, qui fassent effet. Ensuite, il faut que les antibiotiques soient administrés de façon responsable. Nous avons déjà dit qu'il faut maintenir le bien-être et la santé des animaux, mais pour cela, il ne faut pas toujours administrer des antibiotiques. Et troisièmement, il faut un accès aux médicaments sûrs. Lorsqu'on regarde les différents pays, il est très difficile de donner des informations précises, mais c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Ce qui est très important, c'est de comprendre très bien cette approche One Health. Toutes les 3 organisations font partie du secrétariat particulier spécialisé
pour la lutte contre la résistance aux antibiotiques. C'est donc une sorte de secrétariat principal en la matière. Nous travaillons aussi à la sensibilisation des personnes concernées. La semaine passée, nous avons organisé un événement à la matière pour montrer les avantages et les inconvénients des antibiotiques. Parce que nous ne sommes pas complètement contre les antibiotiques. Il faut tout simplement se fonder sur des informations scientifiques. Et ces informations nous ont donné une nouvelle qualité au débat. Nous procédons de façon très technique. La Fédération russe est très active dans le cadre d'une conférence qui aura lieu à Sochi, où il y aura plusieurs acteurs différents qui participeront et nous essayons de sensibiliser les différents acteurs. On travaille aussi au Kyrgyzstan et dans d'autres pays de la région. Et pour mon bureau, il est très important de voir que nous puissions travailler avec des experts d'AMR pour développer des stratégies pour lutter contre la résistance aux antibiotiques. Et nous voulons expliquer le sujet à toutes les personnes concernées. Il faut savoir aussi que les pratiques européennes sont différentes de celles en Amérique et en Afrique, par exemple. Là, il faut convaincre les personnes qu'on ne peut pas continuer sur la même voie en ce qui concerne l'administration des antibiotiques aux animaux. Oui, je pense que c'est très important et il faut renforcer notre soutien en la matière. Il faut des plans d'action internationaux et nationaux. Et il faut passer du débat aux actes et un véritable plan d'action. Merci beaucoup. Je pense que le moment est venu de passer à la deuxième partie de notre podium, notre panel. J'invite d'autres participants à nous accompagner. Tout d'abord, Madame Mati Badiao. Coordinatrice exécutive du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Dr. Christian Bruschke, nous parlera du programme PRAPS. Monsieur Christian Bruschke, Madame Christiane Bruschke, chef des services vétérinaires du ministère néerlandais de l'Agriculture, de la Nature et de la qualité des denrées alimentaires, et Monsieur Javier Neso Suarez Hurtado, directeur exécutif du service national de la santé animale et végétale et de la sécurité sanitaire des aliments en Bolivie. Merci de participer à ce panel. Et je voudrais commencer avec vous, Javier. Merci d'être venu. Vous venez de la Bolivie, pays qui est très loin d'ici. J'espère que tout le monde a des écouteurs parce qu'il va s'exprimer en espagnol. Vous aurez une traduction. Certains des intervenants ont déjà expliqué pourquoi des services vétérinaires bien structurés sont très importants pour le bien-être et pour la santé des animaux. Vous pourrez peut-être partager avec nous vos expériences que vous avez faites en Bolivie et nous donner certaines informations sur votre pays en général. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, tout d'abord, merci pour cette invitation. Bonjour aux autres participants également. C'est très important d'être ici, de participer à ce débat aujourd'hui. La santé animale est un sujet très important, en effet. Et c'est un sujet très important pour nous en Bolivie, où il y a
280 000 familles qui vivent de l'élevage, dont 80% sont des petits agriculteurs. Et comme on l'a vu dans la vidéo, ce sont des familles qui sont très vulnérables en ce qui concerne les maladies animales, des familles qui dépendent de l'élevage et qui risquent de perdre toute leur existence s'il y a un éclatement d'une maladie animale. Il est donc très important de pouvoir travailler avec ces familles. Et l'OIE nous donne différents instruments que nous pouvons utiliser au niveau national dans beaucoup de pays, voire tous les pays. À partir ou depuis 2008, la Bolivie a déposé une demande auprès de l'OIE pour pouvoir réaliser différents instruments. Le premier instrument, c'est l'instrument PVS, c'est une évaluation des services vétérinaires. Et c'est grâce à cet instrument PVS que la qualité des instruments de diagnostic ont été évalués en Bolivie. De plus, la Bolivie a demandé également une analyse approfondie de notre système en l'espace de 5 années pour améliorer le travail des services sanitaires. Nous sommes permis donc de faire une analyse approfondie de 4 éléments. Par exemple, des questions qui touchent les ressources humaines, les ressources financières, et l'accès au marché des produits qui sont censés être fabriqués. Dans le cadre de cette analyse, nous avons constaté qu'il y avait toute une série de faiblesses dans notre système sanitaire vétérinaire. Nous avons donc développé un plan stratégique au niveau du gouvernement avec tous les ministres pour améliorer la qualité de nos services vétérinaires. C'est-à-dire que le budget a été augmenté pour les services vétérinaires, ce qui est très important pour améliorer leur travail, et la durabilité des services techniques, des ressources humaines a été renforcée, et nous sommes en mesure aujourd'hui de dire d'avoir une plus grande qualité, une plus grande transparence au niveau de ces services vétérinaires, ce qui est très important pour les agriculteurs en Bolivie. Vous avez également demandé si je connais la situation dans d'autres pays de la région. En 2012, nous avions une réunion avec les ministres de 6 pays, l'Argentine, Paraguay, Uruguay, le Brésil, la Bolivie et le Chili, pour définir la qualité requise des services vétérinaires. On s'est mis d'accord sur une qualité de base, sur un service de base pour que tous les services soient transparents et pour qu'ils soient en mesure d'éviter toutes sortes de propagation de maladies animales dans le monde. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Nous sommes très reconnaissants d'avoir cette coopération avec l'OIE. Il est très important pour nous de pouvoir utiliser les instruments de l'OIE parce que ça a eu des effets très, très positifs sur notre pays. Donc, merci beaucoup. Thank you very much, Dr. Javier. And sometimes illustrate words merci are beaucoup, very interesting. Monsieur And I would like Javier to propose you to Suarez Hurtado. watch Vous avez again a dit very short video certaines will choses très fully intéressantes et je explain also what you said. vous propose de regarder une autre vidéo qui nous explique un peu plus en détail ce que vous venez de mentionner. Valuable. Intelligent. Facilidad. 10 years ago, we didn't know it would go this far, but we truly believed in it and we were right.
For 10 years, the OIE has been providing its members with evaluation tools for the improvement of veterinary services all over the world. Since 2007, more than 140 countries have implemented the PVS pathway. South Africa has benefited by being able to develop a veterinary strategy, and that we have been able to incorporate into our strategic planning process that has actually also been looking at the priorities of the country. To allow this, hundreds of OIE experts travel the world to assess capacities of veterinary services, identify gaps, and work on solutions with the national authorities. Well, for the OIE, first of all, we need to train our experts so they're ready to undertake a mission. And then we have a role in educating our member countries and our OIE delegates in particular about the PVS, because it's a voluntary process and we need to get a request from the country. Once we have a request to undertake a PVS mission, we select the team and we liaise with the country to organise the mission. The tool is so targeted to the improvement of a country's situation that it's really a pleasure to use it. Uno tiene la oportunidad de entrar hasta las mismas entrañas del servicio veterinario, conocerlo desde adentro. The very practical aspect of the PVS process also is of great value. The performance of veterinary services is not a one-shot evaluation. It is a complete pathway. Thanks to the different tools, the OIE member countries benefit from a comprehensive and versatile program to identify and fulfill their needs. We recognize the importance of international standards, OIE international standards, and also we try to implement all recommendations into our national strategic planning. The most challenging thing was the coordination of volumes of information from all the states and territories as well as from the national system. Improvement of the veterinary service cannot be done by the national veterinary authorities of the country alone. We need partnership, we need participation, we need hard working. Over the years, the positive impact of the PVS pathway on national animal health systems have been widely recognized. OIE partners and donors endorse the program, and their constant support throughout the years has allowed for its improvement. The ability to fund clearly defined projects that are independently assessed, so our project justifications are much stronger because of that. And we could use our tools and help and contribute to strengthen the veterinary service and the disease eradication or disease control. So it's very important for us to use the best result of the PVS to further inform the WHO with the capacity of the country. On the occasion of the program's 10th anniversary in April 2017, a PVS Pathway Think Tank Forum was organized. Today is time to take stock of the reason behind the success, as well as the less positive result, in order to be sure that our program is well adjusted and adapted to the expectation of our member countries, so that the PVS pathway remains really a robust and relevant program. For 3 days, member countries, experts, partners, and OIE staff gather to exchange experiences, views, and thoughts in order to build the future of the PVS pathway. I'm strongly convinced that the OIE PVS pathway will remain a flagship for the OIE. Therefore, we'll adjust the program in order also to take into consideration other initiatives developed by our partners or other organizations such as WHO, so that the program be still relevant, useful for our member countries. The PVS pathway is 10 years old now, and it's just at the beginning of its career. We will continue to work together to make sure that the OIE provides the best tools to its member countries, because our common goal is and will continue to be to build strong, resilient animal health systems all around the world. Because protecting animals is preserving our future. Yes. We certainly need well-structured veterinary services. We need also standards.
de services vétérinaires bien structurés. Nous avons besoin de normes, de standards, également de données, des informations. Dr. Bruschke, de votre point de vue en tant que représentant d'un office national, que dites-vous concernant la transparence et de la mise à disposition d'informations? Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité à participer à cette discussion. Nous l'avons réitéré à plusieurs reprises. Des épidémies ont une grande répercussion sur la santé des hommes, des animaux. Ça peut concerner la sécurité alimentaire, la mise à disposition de produits alimentaires, etc. Et bien sûr, la responsabilité est tout d'abord auprès des producteurs animaux, mais ce n'est pas là que ça s'arrête. Les gouvernements, la société civile également est responsable. Donc nous devons protéger l'opinion publique concernant ces risques. Et il faut toujours harmoniser les responsabilités du gouvernement et de la population. Donc nous devons faire des analyses de risques, c'est-à-dire nous devons tout d'abord regarder quels sont les risques qui existent et comment pouvons-nous combattre ces risques. Et pour le faire, nous avons besoin de transparence. Nous avons besoin de transparence, de données, d'une plateforme, d'un tool, d'un instrument afin de mettre à disposition cette information. Certes, ces instruments, nous aimerions les relier les uns aux autres. Nous avons par exemple des banques de données de la FAO, de la OUE, mais il existe également des banques de données régionaux, par exemple au niveau de l'Union européenne. Donc nous devons collectionner l'ensemble des données à notre disposition et je pense que les données que nous pouvons résumer officiellement sont particulièrement importants. Par exemple, nous avons une collecte de données au niveau de l'Union européenne et également un système de communication au niveau de l'OUE. Et nous avons également des données qui viennent d'autres organisations et nous aimerions donc tous les ressembler. Si je regarde la situation dans mon pays, eh bien dans ce cas-là, il sera très important également d'avoir des contacts informels, des contacts avec d'autres membres du gouvernement de d'autres pays. Par exemple, si on veut mettre en œuvre des mesures dans son propre pays pour éviter l'intrusion d'une épidémie, il faut toujours avoir des contacts directs vers les pays voisins. Il faut échanger des emails, avoir des contacts directs, car il est très important de savoir ce qui se passe dans d'autres régions du monde. Par exemple, lorsque nous avons des questions de commerce, d'échange, intrusion grâce à des moyens de transport tels que des avions, des camions, etc. Tout cela est très important. Il est très important d'avoir des informations directes de ces pays voisins pour, par exemple, dans le cadre de la peste aviaire, de pouvoir prendre des mesures. Par exemple, si nous avons un foyer en Allemagne, ça présente un grand risque pour nous, plus grand bien sûr que lorsque nous avons un foyer en Asie. Donc la transparence est un facteur clé. Il est très important pour créer la confiance, surtout lorsqu'on parle des échanges, également pour protéger les hommes, les animaux et la sécurité alimentaire. Et nous espérons bien sûr également qu'un tel panel offre la possibilité non seulement de parler des stratégies nationales, mais également de trouver des partenaires et de démontrer que la confiance est importante, que la coopération peut contribuer à avoir une meilleure coopération internationale, avoir la même compréhension des solutions. Par exemple, si nous parlons de standards, de la mise en œuvre des normes, nous disons toujours que c'est très important. Mais sans le secteur privé, nous ne serons pas en mesure d'aboutir à quoi que ce soit. Nous devons donc assurer que l'économie privée, que l'industrie, que les agriculteurs mettent en œuvre nos normes. Et nous avons également besoin de la coopération des autorités publiques. Par exemple, si vous avez un foyer dans les Pays-Bas, eh bien dans ce cas-là, le lendemain, vous avez toujours tous les acteurs qui se rassemblent autour d'une table. Nous avons bien sûr une situation particulière. En Pays-Bas, nous avons un grand nombre d'échanges. Nous avons peu de populations qui vivent sur une surface assez restreinte, mais nous avons besoin d'une coopération de tout le monde, de l'opinion publique, du secteur privé, des agriculteurs. Nous tous, nous devons coopérer. Si vous le permettez, je vais passer en français, tant que vous ayez vos écouteurs, parce que maintenant, je voudrais donner la parole à Madame Mati
parce que je suis sûre que les éleveurs qu'elle fréquente sont bien loin de nos considérations de standards internationaux, de notification de maladies, voire même de barrières économiques et de relations avec l'Organisation mondiale du commerce. Vous êtes en charge d'un programme important qui s'adresse à des éleveurs pastoraux en Afrique de l'Ouest. Et j'aimerais que vous puissiez nous dire en quelques mots comment tout ce que nous avons discuté, le contrôle des maladies, des services vétérinaires structurés, sont des choses importantes pour la vie quotidienne des éleveurs avec lesquels vous travaillez. Merci beaucoup, Dr Monique. Effectivement, dans notre région, nous avons bénéficié d'un financement de la Banque mondiale d'un montant global de 248 millions de dollars pour financer un projet régional d'appui au pastoralisme dans le Sahel. Ici, on ne parle pas, bien sûr, d'intensification, comme on voit en Europe, mais c'est surtout donc, le pastoralisme, donc un élevage basé sur l'exploitation des ressources naturelles. C'est un projet aujourd'hui qui concerne 6 pays du Sahel, le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, sous une coordination régionale du CILS, le Comité interétat de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Dans notre région, nous avons plusieurs types d'élevage. Nous avons ce pastoralisme pur, qui est le plus important, mais nous avons également un élevage agropastoral, surtout en zone agricole, où l'élevage bénéficie des sous-produits agricoles et agro-industriels. Nous avons également un petit élevage qui se développe de plus en plus autour des villes, qu'on appelle l'élevage intensif, qui donc, englobe des animaux importés pour l'élevage pur ou bien le croisement, que ce soit pour les ruminants, que pour la volaille, etc. Tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, c'est important, parce que même l'élevage transhumant a besoin de santé, d'une bonne santé qui lui permet d'être en bonne santé, de pouvoir produire et de pouvoir également, comment dire, produire une bonne production laitière, un bon taux de croissance. Parce que nous avons également dans notre région beaucoup de maladies, bien sûr, que vous connaissez, comme la peste des petits ruminants, la pneumonie contagieuse bovine, la peste porcine africaine, on en a parlé tout à l'heure, la fièvre afteuse, fièvre de la variole du Rift, etc. C'est d'importantes maladies qui, si elles ne sont pas prises en charge, causent une perte de productivité importante. Mais surtout aussi une mortalité importante chez les animaux et même chez les humains, parce que nous avons des zoonoses. La baisse de productivité donc, engendre de faibles revenus chez les pasteurs et l'insécurité alimentaire, bien sûr, des ménages pastoraux. Donc, surtout quand on parle d'animaux, surtout la peste des petits ruminants, on parle surtout des femmes. Donc, quand on doit renforcer la protection zoosanitaire et donc la préservation de la santé publique à travers la mise en place de services vétérinaires performants et conformes aux normes de l'Organisation mondiale de la santé animale que vous dirigez. Donc, ceci, c'est un objectif de tout programme de développement pastoral dans le Sahel. Le PRAPS soutient ainsi les efforts nationaux et régionaux essentiels pour bâtir des services vétérinaires nationaux plus durables et efficaces et mène des campagnes de surveillance et de lutte contre les principales maladies dont certaines ont été énumérées tout à l'heure. Le projet PRAPS met spécifiquement l'accent sur la fourniture de services locaux de santé animale dans les zones pastorales reculées. Les résultats, grands résultats à atteindre à moyen terme autour de la composante 1 du projet
qui cible principalement deux maladies, la péripneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants. Les résultats attendus sont une augmentation de la séroprévalence post-vaccinale pour la peste des petits ruminants, mais également la diminution du taux de prévalence de la péripneumonie contagieuse bovine. Mais si nous prenons seulement l'exemple de la peste des petits ruminants, c'est une maladie qui attaque, comme son nom l'indique, des ovins et les caprins, qui sont détenus essentiellement par les femmes dans notre région. Celles-ci sont des actrices sociales, économiques et politiques à part entière. Leur autonomisation et la reconnaissance de leur apport dans le pastoralisme permettront de réduire la vulnérabilité des communautés au choc extérieur. Donc, l'éradication aujourd'hui de la PPR est donc un objectif non seulement mondial, mais aussi un objectif régional dans notre région. Le PRAPS a aidé, donc à travers l'OIE, bien sûr, qui coordonne la composante 1 de cet important projet, a aidé tous les pays membres à élaborer leur stratégie d'éradication de cette maladie et leur plan d'action et de financement. Nous sommes dans la deuxième campagne de vaccination contre cette maladie. Cette éradication est aujourd'hui possible, car le vaccin contre la PPR est efficace. En tout cas, dans notre région, les résultats que nous obtenons sont encourageants. Et c'est un vaccin aussi produit par plusieurs laboratoires reconnus par l'OIE dans le monde. Donc, tous les acteurs, que ce soit les services publics, les organisations d'intégration, comme chez nous, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les gouvernements, mais également les ONG, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les populations et leurs organisations, bien sûr, le secteur privé. Parce que sans le secteur privé, chez nous, la santé animale ne peut pas se développer. Parce que eux, c'est le secteur privé, les vétérinaires privés sur place qui ont le mandat sanitaire aujourd'hui dans tous nos pays. Donc l'ensemble de ces acteurs sont invités à synchroniser bien sûr leurs énergies et à mutualiser leurs moyens afin de réaliser cet objectif ambitieux qui est l'éradication du PPR. Donc c'est un engagement de long terme et j'y invite tous les acteurs bien sûr par rapport donc, à cette maladie. Bien sûr, il y en a bien d'autres, mais aujourd'hui, je pense que l'engagement de l'ensemble des gouvernements, en tout cas des pays du Sahel, c'est vers l'éradication de la PPR, la peste des petits ruminants. Merci beaucoup, Mati. Et je crois qu'à travers votre exposé, et j'espère que ce sera le cas, tout le monde aura bien compris que établir des normes internationales pour les maladies animales ou pour le bien-être des animaux, ce n'est pas seulement pour réguler le commerce. Ce sont aussi des outils grâce auxquels on peut bâtir des programmes de lutte contre les maladies dans les pays où elles sévissent, et donc des programmes qui contribuent, on l'a dit plusieurs fois au cours de ce panel, qui contribuent au développement socio-économique des populations, mais également, et je crois que c'était intéressant avec ce que vous venez de dire, Madame, à la préservation de certains types d'élevage, et notamment le pastoralisme, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais on le sait aussi dans la Corne de l'Afrique, Moyen-Orient et Eurasie. Donc il y a aussi cette vocation de maintenir de façon durable, pérenne, des types d'élevage qui, quelquefois, dans les pays développés, sont un peu oubliés. Et donc ça nous permet aussi de rappeler que la transposition de notre point de vue n'est pas forcément la meilleure approche lorsqu'il s'agit de discuter d'autres pays. Thank you very much, Mati. I do believe that now we have some minutes for giving the opportunity to the participants. Nous avons maintenant la possibilité de poser des questions. Donc, à vous, pour que vous puissiez poser des questions dans le public. Est-ce que
Oui, nous avons la possibilité de vous donner un micro et vous aurez donc maintenant la possibilité de poser des questions aux panélistes. J'espère que tout a été clair. J'espère que tout a été clair. J'aimerais vous remercier très cordialement d'être venu pour participer à cette discussion. Merci, Madame Mati, vous êtes venue du Burkina Faso, vous êtes venue de la Bolivie, vous êtes vraiment venue de très loin pour participer à cette discussion. Vos informations, vos explications ont bien été reçues. Merci d'avoir partagé vos expériences avec nous. Merci d'avoir été aussi clair, car ça nous servira de base pour développer de nouveaux pays, de nouvelles idées chez nous et chez vous. Pour résumer cette discussion, j'aimerais vous dire que vous êtes tous invités à participer à la conférence des ministres demain, samedi, et que là, vous pourriez voir à quel point il est important que tous les participants continuent à travailler dans le sens, dans l'intérêt du programme du bien-être et de la santé des animaux, et qu'il est très important de œuvrer en faveur du développement futur de tels programmes. Nous savons et nous espérons que le bien-être animal soit davantage mis encore au centre de nos intérêts pour que nous ayons une bonne base de départ pour le secteur industriel. Merci pour votre participation, vos contributions, et j'espère que nous aurons à un moment ultérieur la possibilité de nous revoir dans ce cercle. Merci d'avoir participé à cette superbe manifestation du GFFA ici à Berlin.